Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor, comme tous les vendredis. Donc on commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média, sur cette chaîne et en particulier dans cette émission. Faites-vous votre propre avis. Trader comporte des risques, donc faites attention à vous. Je laisse passer le petit générique et on se retrouve juste après. Voilà, notre générique un peu plus long que d'habitude, hein. C'est la dernière fois que vous le voyez. La semaine prochaine, le week-end prochain, on se retrouve tous à Barcelone, 17, 18, 19 novembre. Il reste encore 2 places. Ce sera 3 jours, on partagera tous le même hôtel, on mangera tous en même temps, on parlera tous de notre passion. Il y aura 8 masterclass avec des invités prestigieux. Je vais en oublier certains, je m'excuse. Donc il y aura Julien Flo, Christophe d'Investir Zen, Tino, David Ronan, Maxime, Guillaume Rouvier de Hibou et Tino. Il m'en manque un. Excusez-moi, regardez tout ça sur le site pepitortrade.com et puis vous saurez un peu tout si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, il reste encore 2 places. Passons à notre émission du jour. Ce soir, on reçoit Marc Raffard. Bonsoir Marc, comment vas-tu ? Bonsoir Denis, ça va très bien, je te remercie. Merci de m'inviter dans ton émission. Merci. Donc Marc Raffard du Café de la Bourse, c'est ça, hein ? Exactement. Éditorialiste du Café de la Bourse, voilà. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une... Café du trading. Comment ? Café de la Bourse et Café du trading. Et Café du trading, ouais. Et donc, aujourd'hui, on a essayé de faire une émission un peu plus géopolitique. On va essayer de parler un peu de tout ce qui se passe en géopolitique actuellement et voir un peu ce que ça peut répercuter sur les marchés et les valeurs défensives au cas où ça pète encore plus fort, hein. Donc, Marc, on parle des conflits alors Alors, oui, on va parler des conflits. Avant de parler des conflits, effectivement, ce qu'on note depuis maintenant presque 2 ans, c'est qu'il y a quand même une recrudescence des conflits au niveau mondial. Bien sûr, on a beaucoup parlé de l'Ukraine et la Russie. On a beaucoup parlé aussi de la Chine et de Taïwan. Et plus récemment, le conflit israélo-palestinien qui date de très longtemps, mais qui revient, on va dire, sur le devant de la scène. Il se passe aussi des tensions, des conflits en
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a pas mal de tensions aussi ici, à côté de là où j'habite, entre la Serbie, le Kosovo. Même si la guerre du Kosovo est terminée, il y a quand même les vieux démons qui ressortent et les tensions qui renaissent de leur cendre, j'ai envie de dire. Ici, moi, je vis en Bulgarie, on parle aussi beaucoup de la Turquie. La Turquie, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, hein. Nous, on n'entend pas beaucoup parler. C'est tellement dense tout le reste qu'on oublie un peu les points comme très importants, hein, comme la Serbie et la Bulgarie, la Serbie et la Turquie, qui sont qui sont des j'ai pas envie de dire des poudrières, mais il y a des temps. Alors ici, on s'inquiète pourquoi en Bulgarie, parce que Erdogan, il a fait des annonces un peu des annonces à la Poutine. Poutine, quand il dit je veux que l'URSS renaisse de ses cendres, Erdogan, lui, va dire j'ai envie que l'Empire ottoman renaisse de ses cendres. Et ça, en Bulgarie, si vous connaissez un peu l'histoire de la Bulgarie, ils ont été 600 ans sous l'emprise de l'Empire ottoman. Donc, quelque part, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui fait peur et qui est dans le cœur, on va dire, des Bulgares. Donc en fait, il y a tous ces conflits qui réapparaissent au niveau mondial. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Je pense qu'il y a la situation économique au niveau mondial qui inquiète. beaucoup de pays sont inquiets, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens sont inquiets sur l'avenir. Donc effectivement, quand on est inquiet sur l'avenir, entre guillemets, on a moins à perdre à rentrer en conflit. Donc, on disait hors antenne, si tout le monde est heureux dans son pays, on ne va pas aller chercher des noises à son voisin. Si tout se passe bien à la maison, on ne va pas chercher des noises à son voisin. Maintenant, si c'est le bordel à la maison, si on n'a plus de quoi bouffer, et effectivement, potentiellement, on peut être plus susceptible d'entrer en conflit. Mais encore que là, ce sont des conflits qui sont latents, quoi. L'Ukraine et la Russie, il y avait le Donbass. La Palestine, le Hamas avec Israël, ça date de la guerre du Kippour de 1974, hein, si je dis pas de bêtises. C'est des conflits qui... c'est récurrent, quoi. C'est des blessures qui sont pas fermées, en fait. Exactement, tu l'as très bien dit, c'est des blessures qui sont pas fermées. Et quand on va dire tout va bien, ces blessures-là, on les entre guillemets, on les oublie. Mais quand tout va mal, on parle aussi beaucoup des problématiques de climat, de transition énergétique. Il y a des pays qui souffrent plus de ça que d'autres. On parle de décroissance. On sait que dans l'avenir, ce que certains politiques appellent la croissance verte, ce ne sera pas possible. D'autres vont parler de décroissance. Donc, on a toutes ces inquiétudes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, si vous voulez, donc c'est toutes ces inquiétudes qui amènent potentiellement des conflits, mais ça va plus loin parce que j'ai vu une étude qui expliquait que dans les années 60-70, il y avait beaucoup moins de dépressifs qu'aujourd'hui en 2020, parmi les jeunes, par exemple. Et en fait, ça s'explique par une bonne et simple raison, c'est que les gens qui avaient 15-20 ans dans les années 60-70, on leur parlait d'un avenir merveilleux, les années 2000, où il y aura plein de technologies, où il y aura plein d'innovations, où il y aura des soucoupes volantes, des voitures volantes, des machins, des trucs. Donc l'avenir faisait rêver. Aujourd'hui, aux jeunes, qu'est-ce qu'on leur présente? On leur présente le réchauffement climatique, les guerres, les conflits internationaux, les scissions, parce que je ne sais pas si tu as ce constat-là aussi, mais j'ai l'impression que les religions aussi sont de plus en plus... pas une montée de l'extrémisme, mais de plus en plus communautaire. Enfin, il y a de plus en plus de tensions. C'est-à-dire... Ouais, en fait, c'est ça. Et tu as la politique du genre aussi. Hein. La politique du genre amène quelque chose, et en fait, les religieux plus extrémistes vont un peu contre, et en fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du genre se retrouvent dans la religion, quoi. Donc, il y a de plus en plus de tensions entre les uns, entre les autres, machin. Donc, au final... si dans les années 60-70, on promettait aux gens un avenir merveilleux, aujourd'hui, aux jeunes, on leur propose que de la... Voilà, enfin, franchement, le futur, ça fait rêver personne. Dans les années 80, on pensait au voyage dans le futur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on pouvait voyager dans le futur? Aujourd'hui, je pense que personne n'a envie de voyager dans le futur. Parce qu'on sait que, en tout cas, on sait pas. Hein. Puis aussi, dans les années 80, nos parents sortaient de la guerre et
avait connu la guerre, avait connu, etc. Beaucoup avaient fait mai 68, donc cet élan de liberté, et c'est vrai que... Et là, on est dans un monde, et ce qui est valable pour la France, c'est valable pour plein d'autres pays, dans un monde où on nous vend vraiment pas un avenir doré. Alors après, on ne sait pas. Si ça se trouve, dans 30 ans, la situation sera 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Il y aura peut-être des innovations. Mais pareil, l'intelligence artificielle aussi, on en parle. Mais l'intelligence artificielle, ça inquiète beaucoup de monde. Ça met en péril énormément d'emplois. Il y a plein de gens qui sont inquiets de l'avenir que cette innovation technologique va pouvoir amener. Donc tout ça crée un environnement où finalement, le futur, on se dit, c'est pas top. Donc effectivement, et encore nous, on est en France, je pense qu'on est parmi les mieux lotis dans le monde, mais mettez-vous à la place quelqu'un qui vit en Azerbaïdjan ou en Arménie ou en Turquie ou autre, ou dans des zones où ils sont entre guillemets défavorisés. Bon, bah, l'avenir pour eux, il n'est pas vraiment brillant. Donc effectivement, bah, ce climat, on va dire mondial, bah, fait renaître des conflits, des blessures qui n'étaient pas cicatrisées et qui potentiellement peuvent dégénérer en des conflits, en des drames, ce qu'on a vu ces derniers mois, que ce soit en Ukraine, en Palestine, en Israël. Voilà, c'est vraiment des drames. Et tout ça fait que voilà, c'est ce climat. Voilà. Après, si on passe ce constat, on va dire, de conflit, donc déjà d'inquiétude pour l'avenir et de conflits qui potentiellement pourraient même s'aggraver encore plus, hein, parce que ce qui est assez inquiétant dans la situation actuelle, c'est qu'on voit quand même qu'il y a mais parmi tous les conflits qu'on a pu citer, on voit quand même qu'il y a deux camps. Il y a le camp, on va dire, entre guillemets, des BRICS, donc la Russie, la Chine, l'Iran. Alors l'Iran ne fait pas partie des BRICS, je crois pas en tout cas, mais bon. Ça s'appelle la conférence de Shanghai aussi. La conférence de Shanghai où tu as la Russie, tu as l'Inde, le Pakistan. C'est rare que l'Inde et le Pakistan soient au même endroit en même temps. Hein. La Russie, l'Inde, le Pakistan, la Chine et l'Iran. Et l'Iran. Voilà, donc on a cette conglomérat de pays finalement qui sont plus ou moins ensemble. On le voit. La bande de Gaza a été aidée par l'Iran, la Russie a été aidée par l'Iran, la Chine soutient, la Corée du Nord. Enfin bon, bref, on a ce conglomérat de pays qui forment un camp contre, on va dire, les pays du G7 ou du G20, l'OTAN. Plus large, l'OTAN, qui forment un autre camp. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que dans l'ensemble des conflits qu'on retrouve au niveau mondial, c'est toujours un camp, le même camp contre l'autre même camp. Et ça, alors moi, je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être alarmiste, mais j'y pense quand même. Je me dis quand même, à un moment donné, si tous ces conflits perdurent et s'enveniment, c'est une guerre mondiale qui pourrait potentiellement se présenter. Alors, est-ce qu'on parle de troisième guerre? Alors, je ne sais plus qui disait ça. La troisième guerre mondiale, elle a déjà eu lieu. C'était la guerre froide, donc ce sera la quatrième. Peu importe que ce soit la troisième ou la quatrième. Enfin, en tout cas, un conflit qui viendrait à se généraliser, c'est inquiétant. Et en plus, les politiques, ils soufflent un peu sur les braises. L'Allemagne, il n'y a pas très longtemps, a fait une annonce en disant qu'il faut se préparer à la guerre. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est ce qui fait qu'il y ait plus de dépression, etc., c'est que on a la politique de la peur. On nous a fait peur pour le Covid, on nous fait peur pour le réchauffement climatique, on nous fait peur pour les énergies vertes, maintenant on nous fait peur pour les conflits. Et en fait, c'est mettre la peur aux gens, et c'est ce qui crée un peu ce système d'angoisse, et ce qui emmène les conflits, quoi. Ouais. Et tout ça, quand on voit les conflits, quand on voit ce qui se passe, moi, je sais pas, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'accord, alors bon, moi j'ai quand même vu un Shakhtar Donetsk contre Barcelone, c'était mardi soir à la télé, le stade était plein, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Donc, c'est vraiment très localisé, quoi, la guerre, parce que... C'est très localisé, mais il y a quand même des spots qui apparaissent quand même dans plusieurs régions du monde. Donc, bon, après, moi, je te parlais tout à l'heure des jeunes qui sont dans un climat où on leur annonce le futur sera... Moi, mon père, ça fait... moi, j'ai 39 ans, aujourd'hui, bientôt 40.
Moi, depuis que j'ai 12 ans, mon père me dit la guerre mondiale, c'est dans 5 ans. Enfin, moi, je sais pas si tu as eu voilà. Alors que Non, nous, on nous disait, à l'époque, depuis que j'ai 16 ans, moi, j'ai un peu plus vieux que toi, j'avais 53, depuis que j'ai 16 ans, on disait, de toute façon, on n'aura jamais de retraite. Voilà, on n'aura jamais de retraite, ça va finir en guerre civile, va y avoir une guerre mondiale. Moi, on m'a baigné là-dedans, et ça se confirme quand les études disent les gens sont dépressifs parce qu'ils ont été baignés dans un climat de pessimisme, alors que dans les années 60, probablement, alors je ne sais pas ce que mon grand-père disait à mon père, mais on avait en tout cas cet espoir. Ou même dans les années 80, enfin moi, dans les 80, j'allais beaucoup en Espagne, et l'Espagne était sortie du franquisme en 76. Mais depuis fin des années 60, début des années 70, c'était un franquisme light, on va dire. Et vraiment, ce que disaient les parents aux Espagnols, c'est sortez, amusez-vous, faites ce que nous on n'a pas pu faire. Nous, on a été serrés pendant 30 ans. Amusez-vous, sortez, éclatez-vous, quoi. Et c'est ça un peu, c'était un peu la magie de l'Espagne des années 80 et 90. Et c'était un peu la fiesta, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, bon, voilà, le contexte est ce qu'il est. Mais ce qui est intéressant, alors, de voir pour les investisseurs, parce que là, on parle de constat. Enfin, moi, à mon niveau, comme à ton niveau, je pense, Denis, on ne pourra pas changer grand-chose sur le climat géopolitique actuel. Le seul constat qu'on peut faire, par contre, et ça, c'est assez intéressant pour les investisseurs que nous sommes, ou les traders, c'est vraiment, on a, depuis quelques mois, un changement. C'est-à-dire que le Bitcoin, il était très très corrélé peut-être depuis 2020 déjà au S&P 500 ou au Nasdaq. On le voyait, le Bitcoin, il montait en même temps que les indices américains. Les indices technologiques américains, ils étaient très très corrélés au Bitcoin. Et même l'or qui est normalement une valeur entre guillemets refuge qui permet justement de se protéger contre des crises financières ou autres. L'or est monté pareil et baissé en même temps avec une forte corrélation que les indices boursiers mondiaux. Ce qui était une aberration pour moi parce que finalement, moi, j'avais un peu investi dans l'or à un moment donné. J'ai un investissement que j'ai toujours, mais je me disais, mais pourquoi j'ai investi dans l'or? Le truc, il monte en même temps, il baisse en même temps que le S&P 500. Je ferais mieux d'acheter quelques actions, au moins j'aurais des dividendes. Ça, c'était mon raisonnement il y a encore 6 mois. Ah, parce qu'il y a 6 mois, en fait, la valeur refuge, c'était le dollar, en fait. Bizarrement. Exactement. Et là, aujourd'hui, avec ces conflits qui inquiètent tout le monde, ces déclarations de politique, alors on parlait de l'Allemagne, mais il y a l'Iran aussi qui menace de faire tout péter, enfin tout le monde menace de faire tout péter. Donc avec ces inquiétudes, en fait, les valeurs refuges que sont, alors l'or, on est d'accord, c'est une valeur refuge. L'or est au plus haut, depuis le conflit au Moyen-Orient, l'or est bien monté. Ouais. Est bien monté. Alors c'est un peu corrigé, c'est normal. Il y a de la spéculation aussi. Il y a quand même des traders derrière. Il y a de leur papier. Donc voilà, ça corrige. Mais concrètement, on est sur des plus hauts. Le Bitcoin, on en parlera juste après. Beaucoup considèrent que c'est l'or numérique. Je suis moins d'accord avec ça. Parce que le Bitcoin n'a pas l'historique que l'or a depuis des centaines d'années comme étant une monnaie. Ça reste, si on fait péter tous les demain, si on fait péter tous les ordinateurs, il n'y a plus de Bitcoin. L'or restera. Donc je fais plus attention concernant le Bitcoin, mais par contre, c'est vrai que dans le cadre d'un conflit mondial où ça pèterait, etc., le Bitcoin pourrait être utilisé pour ce qu'il a toujours été créé pour, c'est pour faire des transactions, voilà, on pourra toujours, voilà. Donc, le Bitcoin a été créé en fait à la crise des subprimes au cas où les monnaies virtuelles, enfin les monnaies réelles, les fiat, pètent quoi. Et on l'a bien vu au début du conflit russo-ukrainien, les Russes et les Ukrainiens changeaient leur monnaie en Bitcoin. Hein. Et c'est pour ça qu'on a eu la petite. Et là, pareil, le conflit au Moyen-Orient, t'as vu comme c'est parti. Hein, c'est parti très fort. Alors le Bitcoin est parti aussi d'autres annonces. La hausse du Bitcoin est partie aussi du fait qu'il y a eu une fake news à un moment donné sur Twitter, je crois que c'était Cointelegraph ou je ne sais plus quel média crypto, qui a fait un tweet en disant ça y est, la Security Exchange Commission, la SEC, a autorisé BlackRock à faire un ETF Bitcoin. Pouf, le truc il s'est envolé direct, il a pris 15%. Après on s'est rendu compte que c'était une fake news, donc ça a baissé. Mais derrière, les mecs se sont dit attends, mais si une fake news elle fait monter le marché de 15% comme ça sur un tweet,
si l'annonce elle est vraiment faite, parce que tout le monde attend cette annonce de la SEC, si l'annonce est vraiment faite, que l'ETF BlackRock Bitcoin est approuvé, ça va vraiment monter beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la SEC, elle a interdit l'ETF. BlackRock, et je me souviens plus, ont pris les autorités judiciaires, ou enfin les autorités en jugement. Et, attention, la sentence doit tomber avant le 10 janvier. Voilà, donc là, on sait que ça va tomber. Entre maintenant et le 10 janvier, on va probablement commencer à spéculer sur l'autorisation de l'ETF. Mais c'est déjà le cas, en fait. Quand il y a eu cette fake news, ça a un peu réveillé les spéculateurs qui se sont dit, si une fake news fait autant bouger le marché, il faut qu'on se positionne tout de suite. Donc en fait, il y a eu l'effet de fake news qui a fait un spike et une correction, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une fake news. Et après, derrière, tous les investisseurs qui se sont dit, bon, moment, il faut que je me positionne maintenant, parce que la news, si elle tombe, ça sera trop tard. Parce qu'on l'a bien vu, quand la fake news... Il y a deux choses, là. Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est, de toute façon, c'est clair que pour que le Bitcoin repart, il faut qu'il y ait de nouvel argent. Et le nouvel argent, ce sont des gens qui rentreront hors les geeks ou ceux qui sont sûrs du Bitcoin, parce que, bon, même quand on va sur un exchange comme Binance, pour passer un ordre, c'est un peu la croix et la bannière. Hein. Donc, il faut vraiment être passionné. Et puis, le deuxième truc, c'est est-ce qu'on va faire comme en bourse, on va acheter la rumeur et vendre la nouvelle, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que la hausse qu'on a là en ce moment à 35 000, 30-35 000, c'est acheter la rumeur. Si il y a une bonne nouvelle et que finalement BlackRock a gain de cause, ça pourrait monter encore plus haut. Mais pas tant que ça, je pense. Peut-être 40-45 000. Les mecs qui nous annoncent 100 000, 150 000 à la l'avantage sur ce qui est amusant sur le Bitcoin, c'est que les pronostics, ils n'ont pas de limite. On trouve toujours des... Oui, tu m'as entendu 1 million. Hein. Ouais, 1 million. 1 million avant fin 2025, j'ai entendu moi. Bon. On peut dire à peu près ce qu'on veut en termes de chiffres. Moi, je pense que si effectivement la SEC donne son accord, ça va amener des capitaux sur le Bitcoin, ça va faire monter. Mais c'est peut-être là aussi où les spéculateurs vont prendre leur profit. Comme on dit toujours, acheter la rumeur, vendre la news. Par contre, attention, si BlackRock n'a pas de gain de cause, à mon avis, ça va faire très mal. Il y aura beaucoup de déçus. Parce que là, le mouvement qu'on connaît aujourd'hui, c'est en grande partie de la spéculation sur la rumeur. Alors pour toi, c'est la spéculation pour de la rumeur, c'est pas un achat de couverture suite au conflit géopolitique. Alors il y a les deux, parce qu'on voit que l'or monte aussi. Et on voit surtout que le S&P 500, enfin le Bitcoin est maintenant décorrélé du S&P 500. On voit que le S&P 500 baisse, le Bitcoin monte. Donc il y a cette décorrélation. Donc je pense que c'est un ensemble des deux. De toute façon, il n'y a pas un seul événement qui fait bouger les marchés, ou que ce soit le Bitcoin ou n'importe quel autre marché, c'est un ensemble. Je pense qu'effectivement, il y a d'un côté la spéculation et de l'autre côté, beaucoup de gens qui se disent, si jamais on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui peut se produire. Il n'y a pas eu de guerre depuis tellement longtemps dans nos pays où nos pays sont directement engagés. Alors, bien sûr, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu la guerre au Kosovo, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, tout ça. Bref, tout ça, on est d'accord, mais des guerres où on est directement engagé, on n'a pas connu ça. Les gens qui ont connu ça aujourd'hui, ceux de la Première Guerre mondiale, il en reste plus, je crois, ou quelques-uns qui sont encore vivants. La Deuxième Guerre mondiale, les gens aujourd'hui qui travaillent n'ont pas connu ces situations-là. Donc on ne sait pas, est-ce que les fonds vont être saisis sur les banques pour financer la guerre? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien, en vrai. Donc effectivement, il y a potentiellement aussi, effectivement, ce phénomène d'inquiétude qui dit que les gens, si jamais au moins je mets 20% de mon épargne en Bitcoin, moi ça, on ne me le prendra pas. Ça, c'est sûr qu'il y a aussi ce phénomène-là. Et pour l'or aussi, d'ailleurs. Donc, pour l'or physique. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant d'un point de vue analyse de marché, c'est de voir qu'effectivement, depuis maintenant plusieurs années, il y avait cette corrélation. Et depuis qu'il y a des conflits qui émergent de partout, la décorrélation c'est cassé. On n'a plus de corrélation entre les actions et ces actifs qui évoluent, à mon avis, sur l'effet de la peur. Ok. Très intéressant, cette petite interview. Petite interview à Express, pour parler un peu du Bitcoin, du gold et puis des conflits. Merci pour tout, Marc.
Bah, je t'en prie, avec plaisir. Donc voilà, hein. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. On se retrouve vendredi prochain. On fera une émission en direct de Barcelone avec tous les intervenants où on parlera de l'année 2023 et que attendre de l'année 2024. Merci encore Marc et puis à la prochaine alors. À très bientôt. Bon Merci, salon à tous. ciao, au revoir.